La veuve de Noël d'Ashcroft Hall. Une enquête de Miss Marple, chapitre 1. Le givre sur la lavande. Le matin du 22 décembre 1955, à Chipping Cleevely, le ciel était couleur d'étain vieilli, annonçant la Croft, neige promise depuis près d'une semaine, et qui, jusqu'alors, se faisait obstinément attendre. Miss Jane Marple, levée plus tôt que d'habitude à cause d'un courant d'air qui s'était installé derrière les lambris de sa chambre dessous, se tenait à la fenêtre de son salon et contemplait les buissons de thé, les buissons, lavande de son jardin. Ils étaient givrés, chaque tige argentée captant la faible lumière matinale, et elle pensa, avec un léger regret, qu'elle aurait vraiment dû les tailler en octobre. « C'est le 3e hiver d'affilée que j'oublie », murmura-t-elle en resserrant son châle autour de ses épaules. Chipping Cleevely n'était pas le village où elle avait grandi, bien qu'elle habitât désormais le cottage de Mill Lane depuis 11 ans, depuis que sa cousine Florence le lui avait légué. Situé à une vingtaine de kilomètres de St. Mary Mead, dans un repli des collines des Cotswolds, il ressemblait à bien des égards à son ancien foyer. Les mêmes maisons en pierre jaune, les mêmes cloches d'église au son errant, la même préoccupation constante. Qui pondait? Qui avait un mariage? Les différences résidaient principalement dans la topographie. Chipping Cleevely était plus vallonné, plus venteux, et possédait une grande demeure, Ashcroft Hall, qui dominait le village tant par sa présence que, sous certains aspects, par sa dimension sociale. C'est d'Ashcroft Hall que l'invitation était arrivée, 3 jours auparavant, sur du papier crème épais, avec les armoiries des Tarrant en relief en haut. Madame Felicity Tarrant vous invite à une réception la veille de Noël, à Ashcroft Hall, à partir de 18 heures. Au programme, chant de Noël, vin chaud et une petite surprise pour les enfants du village. Miss Marple avait accepté, comme presque tout le monde à Chipping Cleevely, car les réceptions de Felicity Tarrant étaient de celles auxquelles on ne pouvait se soustraire. Veuve depuis 2 ans, son défunt mari, le major Roderick Tarrant, étant décédé d'une apoplexie un matin de chasse, Felicity s'était investie corps et âme dans les œuvres caritatives du village avec l'énergie déterminée d'une femme qui avait décidé que le deuil, bien que réel, ne devait pas devenir pesant pour ses voisins. La bouilloire dans la cuisine se mit à siffler. Miss Marple se détourna de la fenêtre et alla s'en occuper. Et à ce moment-là, elle entendit le clic du portail d'entrée. C'est le neveu de Dolly Bantry, Henry, qui lui faisait office de jardinier occasionnel et lui apportait les nouvelles. C'était un jeune homme robuste de 27 ans, aux joues très roses, qui avait la fâcheuse habitude de parler plus vite qu'il ne pensait. « Mademoiselle Marple, avez-vous entendu? »« Oh, pardon, suis-je trop tôt? Maman a dit que vous voudriez le savoir tout de suite. »« Bonjour, Henry. Entre donc, tu vas bien. Je viens de mettre la bouilloire en marche. » Il entra en tapant du pied, laissant derrière lui une odeur de givre et de tabac à pipe, les yeux brillants. Il s'agit du vieux Monsieur Pettifer, l'avocat. On l'a retrouvé ce matin au pied des marches de son jardin, le cou brisé, raide mort. Miss Marple s'arrêta, la théière à moitié soulevée de son socle sur la commode. « Oh là là !» dit-elle doucement. « Oh là là, là là. Pauvre Miss Pettifer. Quand a-t-on découvert sa supercherie? » Vers 7 heures, sa gouvernante l'a appelée. Elle a dit que les marches étaient complètement verglacées et qu'il était sorti nourrir les oiseaux, comme il le faisait toujours, avant le petit déjeuner. La police est déjà partie, mais le gendarme Wright affirme qu'il s'agit manifestement d'un cas de glissade. Après tout, il avait 81 ans. « Oui, » dit Miss Marple. « Oui, il avait 81 ans. » Elle posa la théière et contempla un instant le givre sur la vitre de la cuisine. Henry, qui l'observait, remarqua que son expression s'était légèrement perdue dans ses pensées, comme cela arrivait parfois lorsqu'on lui parlait de choses qui en apparence, semblaient tout à fait ordinaires. « Vous ne trouvez pas ça drôle, n'est-ce pas, Miss Marple? »« Mon cher Henry, je n'en suis absolument pas convaincu. Monsieur Pettifer était très âgé, et le gel sur les marches de pierre est traître. D'ailleurs, ma propre marche arrière m'a donné un mauvais coup mardi dernier. Il se trouve que Monsieur Pettifer était l'avocat de Madame Tarrant,
et qu'il avait été celui de son défunt mari auparavant. Je sais qu'il devait assister à la réception qu'elle a organisée la veille de Noël. Il me l'a dit lui-même dimanche dernier à l'office des vêpres. « Oh, » dit Henry, qui n'était pas du genre à faire des liens entre les choses. « Bon, il ne partira pas maintenant. »« Non, » dit Miss Marple. « Non, il ne partira pas maintenant. » Elle versa le thé et demanda à Henry s'il voulait un morceau de gâteau aux graines, puis la conversation s'orienta vers d'autres sujets. Les engelures de sa mère, le prix du charbon, la question de savoir si le révérend Pollock tenterait le Deschamps en écouter le héros cette année encore, malgré ce qui s'était passé le Noël précédent. Mais, pendant tout ce temps, une petite partie de l'esprit de Miss Marple était occupée par Messieurs Pettifer, qui avait été un homme précis et prudent, le genre d'homme à répandre de la cendre sur ses marches avant de sortir, et qui lui avait dit dimanche, très clairement, de sa voix sèche, avec quelque chose dont il souhaitait discuter avec elle après les fêtes, une petite affaire, Miss Marple, mais sur laquelle j'aurais besoin de votre avis. Elle concerne la conduite d'une personne de notre connaissance. Elle avait bien sûr déclaré être à sa disposition. Ils s'étaient mis d'accord sur la date du 2 janvier. Henry termina son gâteau, accepta un paquet de minces pies pour sa mère et partit. Miss Marple resta quelques minutes à la table de la cuisine, les mains jointes sur les genoux, à regarder la vapeur s'échapper de sa tasse. Elle pensa que ce n'était probablement rien, le gel était le gel. Et il arrivait que des messieurs âgés tombent dans les escaliers, et il ne fallait pas imaginer de drame là où un simple accident suffisait. C'était d'ailleurs un de ses défauts, lui avait-on souvent dit, cette tendance à voir des signes sinistres dans les malheurs des autres. Même son cher neveu Raymond l'avait remarqué, avec bienveillance, à Pâques dernier. Et pourtant, elle se leva de table et se dirigea vers son bureau. Du petit tiroir sous l'encrier, elle sortit l'invitation en relief d'Ashcroft Hall. Elle l'examina longuement, puis la remit à sa place, referma le tiroir et monta s'habiller. Elle pensait que ce serait un réveillon de Noël très intéressant. Chapitre 2. Le thé au presbytère, à 11 heures, le gel persistait, et Chipping Cleevely s'était organisé autour de la nouvelle de la mort de M. Pettifer, avec l'efficacité d'un village habitué à ce genre de situation. Lorsque Miss Marple arriva au presbytère, où elle était attendue pour le goûter avec Madame Pollock et 3 autres dames de la paroisse, l'histoire avait été racontée et répétée si souvent qu'elle avait acquis plusieurs aspects nouveaux et contradictoires. « Il avait bu », a déclaré Madame Bill qui tenait le bureau de poste. « Je l'ai appris de la belle-sœur de sa gouvernante, du brandy, la veille au soir, en grande quantité. Ce n'est pas du tout son genre, a-t-elle ajouté. Monsieur Pettifer n'a jamais touché à l'alcool fort, déclara Mademoiselle Esther Quill, l'institutrice retraitée, d'un ton sec et autoritaire. Il souffrait de gouttes. C'était du thé, Madame Bill, du thé fort. Il y a une différence. Eh bien, Marjorie m'a dit que c'était du brandy. Marjorie en était très sûre. Madame Pollock, la femme du vicaire, posa sa tasse avec la douce fermeté d'une femme qui avait passé 23 ans à modérer précisément ce genre de dispute, et dit « Quoi qu'il en soit, le pauvre homme est parti, et son absence se fera cruellement sentir. Il était une présence si fiable lors des chants de Noël. Il lisait toujours la 2e leçon, a déclaré Mademoiselle Quill. Magnifiquement, dit Madame Pollock. Cette voix, comme des feuilles mortes, mais pleines de conviction. Il y eut un petit silence pendant lequel chacun réfléchit à la voix de M. Pettifer, et au fait gênant que la 2e leçon devrait maintenant être lue par quelqu'un d'autre. Très probablement le révérend Pollock lui-même, qui avait tendance à bavarder. Et Felicity, bien sûr, sera anéancie, dit la 4e dame présente, Madame Carmichael, nouvelle venue au village et visiblement très désireuse de connaître ses principales personnalités. Elle était très attachée à lui, si j'ai bien compris. Un véritable ami de la famille. Monsieur Pettifer a été l'avocat du Major pendant 40 ans, dit Miss Marple, prenant la parole pour la première fois. Il a rédigé son testament et géré la succession après son décès. Madame Tarrant ressentira profondément son absence. « J'espère que cela ne jettera pas d'ombre sur sa fête », a déclaré Madame Carmichael.
Les autres dames la regardèrent avec cette expression particulière que les villageoises réservent aux nouvelles venues qui n'ont pas encore tout à fait compris les usages. Madame Pollock désamorça la situation en proposant du thé, et la conversation se porta peu à peu sur la fête elle-même et sur Felicity Tarrant. « Elle a invité tout le monde, » dit Madame Beale avec une pointe d'admiration. « Même les Hardister. Même les Hardister ?»« Même eux. J'ai vu l'invitation moi-même. Madame Hardister est venue acheter des timbres et n'a pas pu s'empêcher de me la montrer. » Miss Marple posa sa tasse de thé très délicatement. « Comme Madame Tarrant est généreuse, dit-elle. »« Vous, compte tenu de quoi ?» demanda Madame Carmichael, mais personne ne lui répondit, et, après un moment, elle abandonna et commença à parler avec une détermination un peu fragile de la difficulté à se procurer du massepain. Il était presque midi lorsque Miss Marple s'excusa. Madame Pollock la raccompagna jusqu'à la porte, et sur le seuil, à l'abri des regards, la femme du vicaire posa brièvement la main sur le bras de Miss Marple. « Jane, pardonnez-moi, à propos de M. Pettifer. »« Oui, mon mari était au chalet ce matin. L'agent Wright lui a demandé de venir prier, et il a dit, Albert a dit que la porte de la cuisine était déverrouillée. En effet, M. Pettifer fermait toujours la porte de sa cuisine à clé. Toujours. Albert se souvenait qu'il l'avait dit il y a des années, à l'époque de cette histoire avec le clochard. « Oui, » répondit Miss Marple. « Je me souviens que M. Pettifer était très précis sur ce sujet. Ce n'est probablement rien du tout. Un vieil homme, peut-être un peu distrait ce matin-là. Le froid, l'heure matinale. Oui. » Et pourtant, les deux femmes restèrent un instant debout sur le porche, contemplant le jardin gris. « Jane, iras-tu à la fête de Felicity? J'en avais l'intention, moi aussi. » Madame Pollock hésita. « Je ne saurais dire pourquoi exactement, mais je me surprends à souhaiter que ce soit terminé. » Miss Marple la regarda avec une attention bienveillante. « Ce n'est pas dans vos habitudes, Margaret, d'être inquiète. »« Non, » répondit Madame Pollock. « Ce n'est pas le cas. » Miss Marple rentra chez elle par le chemin du haut, qui l'amena devant les grilles d'Ashcroft Hall. La maison était en retrait de la route, dissimulée derrière un bosquet de hêtres, et depuis le portail, on ne pouvait apercevoir que la longue façade grise et la rangée de hautes fenêtres du premier étage. Une silhouette vêtue d'un manteau sombre marchait lentement sur la terrasse, avec cette démarche penchée en avant si particulière à une personne plongée dans ses pensées. Miss Marple l'observa un instant et reconnut en elle Felicity Tarrant. C'était une grande femme de 52 ans, avec une posture qui laissait deviner qu'on lui avait toujours dit, enfant, de ne jamais se tenir voûtée, et qu'elle avait pris cette leçon à cœur. De là, Miss Marple ne distinguait aucune expression sur son visage, seulement l'ovale pâle de sa peau sous un chapeau noir, qui tournait au bout de la terrasse puis revenait sur ses pas, comme une créature en cage. « Pauvre Felicity » murmura Miss Marple. Mais elle le dit sans la moindre pitié, et, tout en reprenant son chemin vers sa chaumière, elle repensa à une jeune femme qu'elle avait connue jadis à St. Mary Mead, Iris Penrose, qui était elle aussi très grande et très calme, et qui, elle aussi, avait fait les 100 pas. Iris avait fini par pousser sa belle-mère dans un étang. Non pas, bien sûr, qu'il y ait la moindre raison de supposer, absolument aucune, que Felicity Tarrant ressemblait à Iris Penrose en quoi que ce soit d'important. Néanmoins, pensa Miss Marple, c'était une coïncidence posture intéressante. Chapitre 3. Les invités se rassemblent. La veille de Noël arriva enfin, apportant avec elle la neige tant promise, fine, persistante et fine. Lorsque l'horloge du village sonna 6 heures, un mince manteau blanc recouvrait les chemins, les toits, et la longue allée menant à Ashcroft Hall. Le manoir lui-même resplendissait de lumière. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient illuminées. Des lanternes ornaient le porche, et la grande porte d'entrée était ouverte sur un hall où trônait un sapin de Noël d'une taille tout à fait démesurée, décoré de bougies blanches, de boules de verre et d'une étoile à sa cime, si grande qu'elle touchait presque le lustre. Miss Marple arriva à 6h20, après avoir marché depuis le village plutôt que d'accepter
la proposition de covoiturage du major Plummer, dont la conduite était digne d'un fou. Elle fut accueillie dans le hall par Felicity Tarrant en personne, vêtue d'une robe de velours vert foncé et ornée d'une broche de perles fines au cou. « Jane, c'est très gentil à vous d'être venue. Ma chère, le plaisir est pour moi. L'arbre est magnifique. Crispin et moi l'avons taillé sur le versant sud. Quelle galère pour le faire passer par la porte. J'ai cru qu'on allait devoir démonter le linteau. » Miss Marple se tourna légèrement. « Et comment va le cher Crispin ?» Il y eut une pause infime, si brève que seule Miss Marple, qui était à l'affût, l'aurait remarqué. « Oh, très bien. Il est quelque part par ici. Il sera ravi de vous voir. » Crispin Vale était le neveu de Felicity, fils unique de sa défunte sœur. Et il était venu s'installer à Ashcroft Hall au printemps précédent, suite, semble-t-il, à des difficultés non précisées, rencontrées à Londres. Âgé de 28 ans blond, il possédait le charme des jeunes gens, à qui l'on a toujours dit qu'ils étaient charmants, et n'avait apparemment aucune profession. Le village l'avait accueilli avec une méfiance que Miss Marple jugeait, en secret, tout à fait justifiée. Elle entra ensuite dans le salon, où un feu crépitait et où les premiers arrivés étaient regroupés en petits groupes, un verre de vin chaud à la main. Le major Plummer racontait déjà une histoire de chasse au révérend Pollock, qui hochait patiemment la tête. Madame Beale et Mademoiselle Queel examinaient le sapin. Les Hardister, Monsieur Hardister, massif et silencieux, et sa femme, petite et vive d'esprit, se tenaient un peu à l'écart près de la fenêtre, et Mademoiselle Marple remarqua que l'hôtesse ne leur avait pas encore adressé la parole. À 7h moins le quart, la salle était pleine. Le médecin du village, le docteur Ashby, était arrivé avec sa femme. Le nouveau vicaire, un jeune homme nommé Monsieur Tring, conversait avec Mademoiselle Penelope Hardister, la fille unique des Hardister, âgée de 23 ans et d'une grande beauté, à la fois mince et attentive. On présentait Madame Carmichael, non sans une certaine habileté, à quiconque acceptait de rester immobile un instant. Crispin Vale, au buffet, servait les boissons avec panache, et un étranger, un homme corpulent et chauve que Mademoiselle Marple ne reconnut pas, se tenait seul près du feu et observait l'assemblée avec un maheu, intérêt sincère. C'est Madame Pollock qui, croisant Miss Marple avec une assiette de mince pie, a identifié l'étranger. Un certain monsieur Lascelles, si j'ai bien compris. De Londres, un lien de parenté avec le défunt mari de Felicity, je crois qu'elle l'a dit. Arrivé hier seulement. C'est intéressant. Il a un visage doux. Oui, dit Miss Marple, il l'est plutôt. Elle se laissa présenter en temps voulu, et découvrit que monsieur Lascelles était un homme d'une 60aine d'années, aux yeux bleus perçants enfoncés dans des cernes, et à l'allure à la fois affable et légèrement scrutatrice, comme s'il examinait sans cesse un meuble. Il s'inclina sur sa main avec une courtoisie désuète. « Mademoiselle Marple, j'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Vraiment ? Je ne peux imaginer de qui, de la part du pauvre Petitfer, en fait. J'ai eu la triste tâche de parler à son employé ce matin. Votre nom a été mentionné en rapport avec, enfin, avec une affaire qui ne nous retiendra pas ce soir. » Les yeux bleus de Miss Marple se posèrent sur lui avec une attention bienveillante. « Vous connaissiez M. Petitfer ? J'étais, un collègue. Enfin, en quelque sorte. J'ai un petit cabinet à Lincoln's Inn Fields. Petitfer et moi correspondions de temps à autre sur des sujets d'intérêt commun. » Il jeta un coup d'œil autour de lui et baissa légèrement la voix. « Je devais venir le voir le 23. Finalement, ma visite a été retardée par des événements. Quelle triste coïncidence. »« Oui, dit M. Lascelles. Une triste coïncidence. » Il soutint son regard un instant de plus que ce qu'exigeait strictement la conversation. Puis une jeune femme arriva pour capter l'attention de Miss Marple, et l'instant passa. Mais Miss Marple, qui s'était laissée emmener admirer une broderie que Madame Pollock avait terminée pour l'église, réfléchissait intensément. Monsieur Petitfer avait souhaité la consulter au sujet d'une connaissance. Monsieur Lascelles, avocat londonien, devait rendre visite à Monsieur Petitfer le lendemain. Monsieur Petitfer mourut sur le perron gelé, la porte de derrière non verrouillée, contrairement à ses habitudes depuis 40 ans.
Elle pensa que c'était une sacrée coïncidence d'avaler tout ça en une seule fois. Elle accepta un verre de vin chaud d'une servante qui passait et se tourna, d'un air délibéré et nonchalant, pour observer le reste de l'assemblée. Felicity Tarrant s'adressait maintenant au Hardister. Elle se penchait légèrement vers Madame Hardister, souriante, sa main gantée se posant un instant sur le poignet de la plus petite. Madame Hardister ne souriait pas. Son mari se tenait derrière elle, impassible. Crispin Val se penchait sur mademoiselle Pénélope Hardister, qui avait ri à quelque chose qu'il avait dit. Un rire court et essoufflé, qui ne trahissait aucune gaieté. Le commandant Plumer en était à son 3e verre de vin. Le révérend Pollock s'était réfugié dans le hall pour inspecter l'arbre. Et dans un coin, à demi caché par la courbe du piano à queue, une femme mince aux cheveux gris se tenait complètement seule, observant tout le monde. Miss Marple ne l'avait pas remarqué arriver. Son visage, marqué par l'âge, était empreint d'intelligence, et elle portait une robe de laine sombre et unie, encore en bon état 20 ans auparavant. Elle ressemblait, pensa Miss Marple, exactement à ce genre de personne que personne ne remarque, et qui, de ce fait, est très visible. « Margaret », dit Miss Marple lorsque Madame Pollock repassa, « qui est la dame près du piano ?» Madame Pollock jeta un coup d'œil, fronça légèrement les sourcils et dit « Oh, c'est Mademoiselle Whitcomb, l'ancienne gouvernante du Major. Elle était ici quand il était enfant, et elle est revenue il y a 5 ou 6 ans, n'ayant nulle part où aller. Felicity la garde comme une sorte de dame de compagnie, je crois. Elle descend rarement. Je ne pense pas l'avoir déjà vue à une de ses réceptions. »« Je vois, » dit Miss Marple. « Pourquoi demandez-vous ?»« Oh, aucune raison particulière. Simplement que j'aimerais être présentée avant la fin de la soirée. » Mais Madame Pollock était déjà partie, et Miss Marple, sirotant son vin chaud, observait Miss Whitcomb à travers la pièce bondée, et se disait que, d'après son expérience, les gens qui regardaient étaient souvent ceux qui sauvaient. Chapitre 4. Un toast et un silence. Peu après 7 heures, Felicity Tarrant se déplaça au centre de la pièce et fit tinter une petite cuillère en argent contre son verre. « Mes chers amis, avant de passer à table, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être venus, d'avoir bravé la neige, le froid, et même, pour certains, mon aller. » Un petit rire de circonstance. Noël ne serait pas Noël à Chipping Cleevely sans vous tous. Et Noël ne serait pas Noël à Ashcroft sans cette réunion. Roderick disait toujours que les fêtes ne commençaient vraiment que lorsque nous avions ouvert nos portes au village. J'aimerais perpétuer cette tradition aussi longtemps que possible. Des murmures d'approbation. Le commandant Plumer s'écria assez fort. « Bravo, bravo! Je tiens également à souligner avec une grande tristesse l'absence parmi nous ce soir de notre cher vieux monsieur Pettifer, qui aurait dû être présent et qui était si cher à mon mari et à moi. Je pense que nous devrions porter un toast à sa mémoire, discrètement, sans cérémonie. » On leva son verre. Un silence respectueux s'installa. Miss Marple, qui regardait par hasard dans la bonne direction, remarqua que Crispin Vale leva son verre avec un rictus au coin des lèvres qui esquissait presque un sourire. Elle remarqua également que Madame Hardister ne leva pas du tout son verre. Son mari la poussa du coude, assez brusquement. Elle leva alors son verre, mais seulement à mi-hauteur, et ses yeux, lorsqu'elle le rabaissa, brillaient d'une lueur que Miss Marple, après réflexion, identifia comme de la fureur. « Et maintenant, » dit Felicity d'un ton vif au dîner, et après le dîner, des chants de Noël. Et après les chants, j'ai une petite annonce à faire, qui, je l'espère, vous plaira à tous. Venez, venez, la soupe n'attendra pas. La compagnie se dirigea lentement, dans un flot bavard, vers la salle à manger. Miss Marple, placée par la Providence entre le docteur Ashby et M. Lascelles, se trouva devant une longue table dressée d'argenterie, de houx et de hautes bougies blanches, avec une soupe couleur vieille or fumante, dans une soupière à ses pieds. Le dîner se déroula avec la précision d'une chorégraphie bien rodée, comme dans une maison de campagne à Noël. Il y eut un bouillon clair, du turbot, et une oie si grosse qu'il fallut à Crispin pour la découper debout. Le vin était excellent. La conversation était forte, générale et anodine, jusqu'à ce que,
quelque part entre l'oie et le pudding, elles deviennent moins anodines par des nuances si subtiles que personne ne semblait vraiment être responsable. C'est bien sûr le major Plummer qui a créé le malaise en demandant à haute voix par-dessus la table. « Tu es bien silencieux ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as finalement vendu le champ du bas. » Monsieur Hardister, qui avait mangé son noix avec l'air méthodique d'un homme ruminant un griffe moral, releva la tête. « Je n'ai pas vendu le champ du bas, Major, et je ne le vendrai pas. Tout à fait, tout à fait. C'était une terre familiale. Elle appartenait à votre père, n'est-ce pas? Et à son père avant lui. En effet, bien que j'ai entendu. Tout ce que vous avez entendu, Major, est incorrect. » Un bref silence, presque gêné, s'installa. Felicity Tarrant porta sa serviette à ses lèvres et, avec une douceur parfaite, dit « Major, vous devez absolument goûter ce beurre au brandy. Je l'ai fait moi-même, d'après la recette de ma mère. »« Tu l'as fait, par Jupiter, de tes propres mains. »« De mes propres mains. » La conversation reprit. Mais Miss Marple, jetant un coup d'œil à la table, vit que Penelope Hardister était devenue toute blanche et que la petite main fine de sa mère s'était refermée sur le pied de son verre à vin avec une telle force que ses jointures étaient jaunes. À la gauche de Miss Marple, M. Lascelles murmura très doucement. « Champ du bas. Ah, il appartient à Ashcroft, » murmura Miss Marple. « Madame Tarrant souhaite l'acquérir depuis quelques années, si j'ai bien compris. Le problème, c'est l'accès. Les Hardister refusent de vendre, et de plus en plus ouvertement. Il y a eu un incident assez désagréable cet été, impliquant une clôture. Ah, et les Hardister sont locataires, propriétaires, les propriétaires. De petits propriétaires terriens, mais fiers de l'être. La famille est ici depuis le XVIIe siècle. Et la fille, Mademoiselle Pénélope, et M. Val, Miss Marple le regarda avec un intérêt renouvelé. Vous êtes très observateur, Monsieur Lascelles. C'est mon métier. Ils sont amicaux. Ils étaient même plus qu'amicaux au printemps, je crois. Il y a eu des discussions. De son côté, cela n'a rien donné, mais je ne suis pas tout à fait sûr que du sien non plus. Je vois, dit Monsieur Lascelles. Il prit une lente gorgée de son vin. Mademoiselle Marple, auriez-vous par hasard l'habitude de savoir des choses? J'ai vécu longtemps dans des villages, Monsieur Lascelles. D'après mon expérience, la réponse est sensiblement la même. Après le dessert, les convives se retirèrent dans le salon, où le tapis avait été relevé et Madame Pollock était déjà installée au piano, récitant l'introduction à une fois dans la ville royale de David des chants de Noël furent entonnés. Des minces pilles furent dégustées. Le feu fut attisé. La neige continuait de tomber, très doucement, par les fenêtres. Et à un moment donné, le major Plummer s'endormit dans son fauteuil, ouvertement et avec une grande dignité. Il est 9h30, lorsque les chants avaient laissé place à des conversations générales, et que M. Tring, le vicaire, avait été persuadé de faire la démonstration de son ténor plutôt chétif. Le ou et le lierre Felicity Tarrant se releva et fit tinter son verre. « Mes chers, l'annonce que j'ai promise. » Le silence se fit dans la pièce. Crispin Vale, appuyé contre la cheminée, leva brusquement les yeux, et Miss Marple remarqua que le regard qu'il lançait sa tante n'était pas celui d'un jeune homme attendant de bonnes nouvelles. « J'ai décidé, dit Felicity, qu'il est temps pour moi d'apporter quelques changements ici à Ashcroft. Le manoir est trop grand pour moi seul, et je ne suis plus, aussi pénible que cela puisse paraître, une jeune femme. J'aurai 53 ans en mars. J'ai donc décidé de léguer une part importante du domaine, y compris la ferme sud et les 2 cottages du chemin inférieur, à des œuvres caritatives, par le biais d'une fiducie, à compter du nouvel, on. Un murmure surpris et poli. Cela entraînera, poursuivit-elle avec calme, quelques changements pour ceux dont la situation est liée au domaine. J'ai parlé, ou je parlerai, en privé aux personnes les plus directement concernées. Je vous dis tout cela maintenant, car je préfère que vous l'appreniez de moi plutôt que par vous-même, et parce que je tiens à ce que vous sachiez qu'Ashcroft, quelle que soit sa forme, restera un lieu où le village sera toujours le bienvenu. Elle leva son verre. « À Noël, dit la pièce d'une voix rauque. Mais Miss Marple regardait Crispin Vale
qui n'avait pas levé son verre non plus, et dont le visage était devenu blanc comme du papier. Chapitre 5. La salle de musique, un quart d'heure plus tard environ, dans la lente dispersion générale qui suit une annonce de ce genre, lorsque les invités ressentent le besoin de se resservir à boire ou d'examiner un tableau pour assimiler ce qu'ils viennent d'entendre. Miss Marple se retrouva un instant seule dans le long couloir qui reliait le salon au fond de la maison. Elle avait demandé son chemin pour se rendre aux toilettes du rez-de-chaussée, et Felicity lui avait indiqué le couloir avant de se retourner pour accueillir une personne arrivée en retard. Le couloir était éclairé par une simple applique, et les portes qui le bordaient restaient pour la plupart closes. Du salon derrière elle parvenait le son étouffé de Madame Pollock au piano, qui entamait un autre chant de Noël. Devant elle, le couloir tournait à un angle et s'enfonçait dans la partie la plus ancienne de la maison. Elle avait presque atteint le vestiaire lorsqu'elle a entendu des voix. Leurs voix provenaient d'une porte entr'ouverte sur sa gauche, basse et pressante. Miss Marple, qui possédait une ouïe excellente, et la conscience aiguisée d'une femme qui considère parfois l'écoute aux portes comme un devoir moral, marqua une pause. « Je t'avais prévenu de ce qui arriverait si tu essayais ça. » Une voix d'homme, celle de Crispin. « Je t'ai dit que je ne me laisserais ça intimider, Crispin. » Felicity, d'une voix basse et imperturbable. « Ni par toi ni par personne. La décision est prise. Les papiers seront signés en janvier et ce sera tout. Il a dit que tu n'irais pas jusqu'au bout. Il a dit que ce n'était que des paroles en l'air. » « Qui a dit ça? » Crispin. « Qui a dit ça? Pas grave. Ce n'est pas Pettifer qui a dit ça, n'est-ce pas? Lui en tout cas me connaissait mieux que ça. Pettifer est mort. Oui, dit Felicity. Pettifer est mort. Quelle aubaine pour quelqu'un. Il y eut une petite inspiration brusque, Stutsk, puis la voix de Crispin, soudainement tendue. Que vais-vous dire exactement par là? Je ne veux rien dire de mal. Je veux simplement dire que monsieur Pettifer était un homme prudent, et la police peut parler d'accident si elle le souhaite. Mais je ne suis pas la police, et je ne suis pas tenu d'avoir des opinions tranchées. Maintenant, retournez au salon, je vous prie. Je vous parlerai demain. Tante Felicity. Demain, Crispin. Miss Marple se réfugia dans l'ombre d'une porte au moment précis où celle du salon de musique s'ouvrit, et que Crispin Val en sortit à grands pas, le visage blême, les poings serrés. Il la dépassa sans la voir et retourna rapidement vers le salon. Un instant plus tard, Felicity apparut à son tour, et Miss Marple remarqua, avec un léger sursaut, qu'elle s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Elle ne pleurait pas. Elle s'efforçait, très délibérément, de dissimuler ses larmes. Elle ne vit pas non plus Miss Marple et s'éloigna dans la direction opposée, vers l'escalier de service. Miss Marple resta quelques instants debout, dans le couloir faiblement éclairé. Puis, très pensive, elle entra dans le vestiaire, se lava les mains et se regarda longuement dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Une marche givrée, une porte non verrouillée, un avocat qui a quelque chose à discuter, un neveu qui a quelque chose à perdre, et une hôtesse qui avait dit, en privé, comme c'est pratique pour quelqu'un. Ce qui était soit une remarque d'un courage considérable, soit une remarque d'une négligence considérable, selon la personne à qui elle l'avait adressée. Miss Marple s'essuya les mains, lissa ses cheveux et retourna au salon. Dès son entrée, elle constata que l'atmosphère avait changé. Le feu crépitait toujours. Madame Pollock jouait encore. Le vin coulait toujours à flot. Mais Felicity Tarrant n'était pas revenue, et Crispin Val, au buffet, se versait un brandy d'une main tremblante. Dans son coin, près du piano, Miss Whitcomb, la vieille gouvernante, était assise, les mains jointes sur les genoux, et le regardait. Miss Marple alla la voir. « Excusez-moi, je ne crois pas que nous ayons été présentés. Je suis Jane Marple. Je sais qui vous êtes. » La voix était sèche, légère et très intelligente. « Veuillez vous asseoir, Miss Marple. J'attendais ce moment. » Miss Marple était assise. Les deux vieilles femmes se regardèrent longuement, d'un air égal. « Mademoiselle Whitcomb, dit Miss Marple, savez-vous par hasard ce que M. Pettifer allait me dire le 2 janvier ?» Mademoiselle Whitcomb esquissa un petit sourire contenu, légèrement las. « Je sais,
dit-elle, ce qu'il allait dire à M. Lascelles demain. S'il s'agit de la même chose, je ne saurais le dire. Mais je le crois fort probable. Chapitre 6. Skenostus. Ce que la gouvernante savait, M. Pettifer, dit Mlle Whitcomb d'une voix toujours aussi basse et posée, avait été l'avocat du Major pendant une 40aine d'années. Il a rédigé le testament du Major, dans sa version définitive, 2 ans avant son décès. Il se trouve que je connais le contenu de ce testament. Je le connais parce que le Major me l'a révélé lui-même. Il s'est confié à vous? Il me connaissait depuis l'âge de 9 ans. Je lui avais appris les verbes latins et je l'avais vu grandir. Il y a des choses qu'on confie à une vieille gouvernante qu'on ne dit à personne d'autre. Je comprends parfaitement. Le testament prévoyait une large part pour Madame Tarrant. Il prévoyait également, de manière très précise, une part pour M. Crispin-Val, le neveu par alliance du Major. Une somme d'argent, placée en fiducie, devait lui être versée à son 30e anniversaire, sous réserve de bonne conduite. Tels étaient les termes du testament, bonne conduite, ainsi que la réversion de certains biens au décès de Madame Tarrant. Le Major appréciait Crispin, mais il ne se faisait aucune illusion à son sujet. Il souhaitait subvenir à ses besoins, mais avec prudence. Je vois. À la mort du Major il y a 2 ans, M. Pettifer était, comment dire, contrarié. Il avait eu des difficultés avec Madame Tarrant qui avait voulu, immédiatement après les funérailles, apporter certaines modifications à la fiducie. M. Pettifer s'y était opposé. Ces modifications n'avaient pas été effectuées, mais l'affaire, ai-je compris, n'était pas close. Il y avait eu des lettres, des visites, et récemment, M. Pettifer était inquiet. Il est venu me voir il y a 10 jours, ici même, alors que Madame Tarrant était à Londres. Il m'a dit avoir des raisons de croire que Crispin rencontrait de graves difficultés financières et qu'il avait insisté lourdement auprès de Madame Tarrant pour qu'elle lui avance une somme importante du fonds fiduciaire bien avant son 30e anniversaire, qui n'aura lieu qu'en août prochain. Madame Tarrant avait refusé. Crispin était devenu, selon M. Pettifer, désagréable. De quelle manière? M. Pettifer n'a pas voulu préciser cela. Il a seulement dit qu'il comptait consulter un collègue à Londres, M. Lascelles, si j'ai bien compris, et qu'il avait également, à son grand désarroi, commencé à douter des intentions de Madame Tarrant dans cette affaire. Miss Marple demanda doucement. « Et quel était ce doute ?» Mlle Whitcomb serra les mains plus fort. « Il pensait, dit-elle, qu'elle commençait à faiblir, qu'elle envisageait peut-être de céder à la demande de Crispin, malgré les vives recommandations de M. Pettifer, et il souhaitait, avant d'autoriser une telle avance, s'assurer, en toute confidentialité, par l'intermédiaire de M. Lascelles à Londres, si les rumeurs qu'il avait entendues sur la vie londonienne de Crispin étaient vraies. Quelles rumeurs? Crispin était victime de chantage par une femme de Pimlico, à propos d'un enfant. Miss Marple resta silencieuse un moment. « Et ce soir, dit-elle enfin, Madame Tarrant a annoncé son intention de léguer une grande partie de son patrimoine à des œuvres caritatives. Ce qui est tout le contraire d'un affaiblissement, n'est-ce pas? C'est, à votre avis, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Je ne peux pas vous le dire. Mais je peux vous dire qu'elle n'a pas été tout à fait elle-même ces derniers jours. Elle a été, je la connais depuis longtemps, Miss Marple. Elle a été comme une femme qui a pris une décision sous la pression et qui est déterminée à la mettre à exécution avant qu'on ne puisse la faire changer d'avis. Et M. Pettifer est maintenant mort. Oui, et voici M. Lascelles. Oui, les 2 femmes se regardèrent. Mademoiselle Whitcomb, dit Miss Marple, je pense que ce serait très gentil de votre part de raconter tout cela à M. Lascelles avant la fin de la soirée. Il pourra peut-être agir concrètement grâce à ce que vous savez. Si vous me le permettez, je vous présenterai. Et en attendant, je vous en prie, soyez prudente. Ma chère Miss Marple, dit Miss Whitcomb avec un soupçon d'humour sec, je suis une femme prudente depuis 68 ans. Je n'ai pas l'intention de changer mes habitudes ce soir, mais elle paraissait tout de même un peu pâle. Miss Marple se leva et traversa la pièce jusqu'à l'endroit où M. Lascelles se tenait seul, près de la fenêtre. À son approche, il se retourna avec la vivacité alerte d'un homme qui espérait justement qu'on l'aborde. « Monsieur Lascelles,
Il y a une dame dans le coin que je pense que vous devriez rencontrer. Elle s'appelle Madame Whitcomb. Elle connaissait M. Petitfer, et je crois qu'elle a beaucoup de choses à vous dire que vous devriez entendre avant votre retour à Londres. » Les yeux bleus perçants de M. Lascelles se plissèrent légèrement. « Maintenant, dès que vous pourrez le faire sans attirer l'attention. Et, M. Lascelles. »« Oui ? Si jamais il arrivait quoi que ce soit à Mlle Whitcomb d'ici demain matin, je le considérerais comme une affaire de la plus haute importance. Suis-je bien clair ? » Il la regarda longuement. « Tout à fait compris, Miss Marple. » Chapitre 7. Neige sur la terrasse. Vers 11 heures, le groupe commençait à se disperser. Le temps s'était encore rafraîchi et le major Plummer avait été doucement réveillé et emmitouflé dans son manteau par sa femme. Les Hardister étaient partis après de brèves politesses sans sourire, et Madame Carmichael s'était éclipsée en prononçant quelques mots sur le charme absolu de la soirée. Le révérend et Madame Pollock partirent à 20h20 pour préparer l'office de minuit. À 11h30, le hall était silencieux, à l'exception du petit groupe d'invités restants, conviés à prendre un dernier verre avant les chants de Noël. Miss Marple, qui avait prévu de rentrer à pied au village à temps pour l'office de minuit, se retrouva à accepter la proposition de Felicity de la raccompagner en voiture, avec le vicaire, après l'office. « Crispin vous conduira tous, » dit Felicity. « Il fait trop froid, Jane, pour que tu fasses l'aller-retour à pied. Je ne viendrai pas moi-même. J'ai mal à la tête depuis le dîner, et ça ne s'est pas amélioré. Je resterai à l'intérieur. »« Excuse-moi. »« Bien sûr, ma chère. Tu me pardonneras sûr, bien sûr. Le plaisir de cette soirée est plus que suffisant pour me remercier. »« Chère Jane. » Elle était, pensa Miss Marple, très pâle. Son calme apparent du début de soirée s'était fissuré. La main qui prit celle de Miss Marple était glaciale. « Felicity, » dit Miss Marple sur un coup de tête, en serrant encore un instant la main froide. « Si vous souhaitez discuter de quoi que ce soit avec moi ces prochains jours, je suis chez moi tous les matins. Je serais ravi de vous être utile. » Un ec passa sur le visage de Felicity Tarrant. Quelque chose entre la gratitude et la panique. « Merci, Jane. »« Bonne nuit, mon cher. Bonne nuit. » Les invités restants se rassemblèrent dans le hall pour enfiler manteaux, gants et surchaussures. La voiture arriva. Tandis que Miss Marple attendait, elle vit M. Lascelles descendre l'escalier avec Mlle Whitcomb, enveloppée dans un vieux châle gris. Elle comprit qu'ils avaient discuté à l'étage. « Monsieur Lascelles, » dit Miss Marple en s'approchant de lui, « passerez-vous la nuit au manoir ?»« J'avais été invité. J'ai cependant décidé que je serais plus à l'aise au bel. J'ai déjà fait venir mes affaires. Cela semble judicieux. Et Mlle Whitcomb m'accompagnera jusqu'au village. Elle m'a dit qu'elle avait une sœur dans la chaumière près de la forge. Est-ce exact, Mlle Whitcomb? Tout à fait exact. Elle passera la nuit là-bas. Nous sommes d'accord là-dessus. Miss Marple regarda Miss Whitcomb avec approbation. Excellent. Mlle Whitcomb esquissa son petit sourire sec. Je constate, dit-elle, que j'ai soudainement développé une grande affection pour ma sœur. Le service de chant de Noël était magnifique, comme toujours. Le révérend Pollock a effectivement débité la deuxième leçon. Monsieur Tring a chanté le contre-chant en écoutant l'héros avec une émotion surprenante. Madame Pollock, à l'orgue, veillait à ce que tout soit juste. Paix. Dehors, la neige s'était épaissie, et lorsque les fidèles sortirent dans le cimetière à 00h30, le monde était silencieux, blanc et faiblement lumineux, et les cloches de Chipping Cleevely sonnèrent pour le jour de Noël. Miss Marple fut ramenée chez elle par un Crispin Vile silencieux et absent, qui la déposa devant son portail, sans un mot, hormis les politesses d'usage, avant de s'enfoncer dans la nuit. Elle entra, alluma le feu et s'assit un moment dans son fauteuil, son châle sur les épaules, à réfléchir. Ce n'est qu'à 2h10 du matin que le téléphone a sonné. C'était l'agent Wright. « Miss Marple, excusez-moi de vous déranger. Le docteur a dit que vous voudriez peut-être savoir. Il y a eu un incident au manoir. » Madame Tarrant, une pause. « Oui, mademoiselle, je le crains. La femme de chambre l'a trouvé il y a environ 1 heure, dans la baignoire. » Miss Marple ferma les yeux. « Noyé, agent de police ? » « C'est ce que ça semble être, mademoiselle. Le médecin est sur place. »
M. Val est bouleversé. Il dit qu'elle avait pris quelque chose pour son mal de tête et qu'elle a dû s'assoupir dans l'eau. Nous procéderons à une enquête approfondie demain matin, bien sûr. Bien sûr. Je me suis dit, enfin, après M. Pettifer, je me suis dit que vous pourriez. Agent, vous avez bien fait de passer. Veuillez dire au docteur Ashby que je serai au hall à 8 heures. Et agent? Oui, mademoiselle. Monsieur Lascelles, le monsieur de Londres, est à l'hôtel Bell. Veuillez l'appeler également. Il voudra être informé. Je le ferai, mademoiselle. Elle posa le combiné et resta longtemps assise à la lueur du feu, à regarder ses mains. 2 décès en 3 jours. Un vieil homme sur le perron de sa maison, une porte non verrouillée. Une femme dans son bain qui avait pris un médicament contre le mal de tête. Et entre les deux, une annonce, une querelle, un testament. « Comme c'est affreux !» dit Miss Marple à voix haute, très doucement. « Oh, comme c'est affreux !» Mais même dans son chagrin, elle n'était pas surprise. Chapitre 8. Le lendemain matin. Le matin de Noël à Ashcroft Hall était étrange et empreint de tristesse. Le sapin trônait toujours dans le dôle, les bougies dans leur bougeoir, les cadeaux empilés sous les branches basses. Les restes du feu de la veille embaumaient encore le pain et le brandy, mais les rideaux étaient tirés dans le couloir de l'étage. Un agent de police se tenait sur le perron, et les domestiques chuchotaient et marchaient à pas pressés. Miss Marple arriva à 8h05, à pied, en bottes de caoutchouc. Elle fut accueillie dans le hall par le docteur Ashby. « Mademoiselle Marple, je pensais que nous devrions vous voir. Vous l'avez examiné ?»« Oui. » Et le médecin, un homme corpulent à la moustache grise qui avait l'habitude de regarder par-dessus ses lunettes, hésita. Officiellement, il s'agit d'une noyade. L'eau du bain était profonde. On l'a retrouvée face contre terre. Il y a une quantité de Véronal dans le flacon près de son lit, et le flacon est à moitié vide. Elle avait l'habitude d'en prendre pour ses maux de tête. La femme de chambre dit l'avoir entendu faire couler le bain vers 23h30 hier soir. Monsieur, Val était au concert de Noël de minuit, à environ 1h15. Je l'y ai conduit moi-même, et à son retour, il a trouvé la porte de la salle de bain verrouillée et a appelé la femme de chambre quand elle n'a pas répondu. Vous avez dit officiellement. Le docteur Ashby la regarda par-dessus ses lunettes un moment plus long que d'habitude. Mademoiselle Marple, je connais Felicity Tarrant depuis 20 ans. Elle ne prenait pas de Véronal au coucher. Elle en prenait occasionnellement l'après-midi, pour un type particulier de mal de tête qui survenait après être resté longtemps debout dans le bruit et la lumière. Elle n'en aurait certainement pas pris à 11h30 du soir, alors qu'elle comptait de toute évidence aller se coucher aussitôt. Il n'y aurait eu aucune raison. Non. De plus, ce n'est pas la bonne bouteille. Le mauvais, c'est un flacon neuf. Je lui ai prescrit une nouvelle ordonnance il y a 10 jours, et ce flacon se trouve à l'étage, dans le tiroir de sa coiffeuse, le seau de cire intact. Le flacon près de son lit est identique, mais il ne provient pas de ma pharmacie. Il porte mon étiquette, mais l'impression me semble incorrecte. Je dirais même qu'il s'agit d'un faux bien habile. Je compte le faire analyser. Miss Marple laissa échapper un petit soupir. « Docteur, je pense que vous devriez également faire analyser le contenu du flacon qui se trouve sur la coiffeuse. Vous pensez qu'ils ont pu être intervertis? Je pense que c'est possible. Je pense qu'il est possible que Madame Tarrant ait bu plus tôt dans la soirée ce qu'elle croyait être sa gorgée habituelle de sa bouteille habituelle, et que le contenu de cette bouteille n'était pas sa gorgée habituelle. Je pense qu'il est possible que la bouteille près du lit ait été placée là ensuite, pour être retrouvée. Bon Dieu! Et je pense, docteur, qu'il est très important que rien de tout cela ne soit dit voix haute à qui que ce soit dans cette maison, avant l'arrivée de M. Lascelles. Il a, je crois, un intérêt particulier pour les affaires de la famille. Je lui ai demandé de venir à 9h. L'agent Wright a déjà téléphoné à l'inspecteur de Chipping Norton. Il devrait être là vers 10h. Excellent. Le docteur Ashby la regarda. Mademoiselle Marple, vous êtes une femme tout à fait extraordinaire. Je ne suis, docteur, qu'une vieille femme qui a connu beaucoup de monde. La plupart des meurtres, j'en suis venu à penser, sont commis par des gens qu'on a déjà rencontrés, sous l'apparence de quelqu'un d'autre.
Maintenant, où est M. Val? À la bibliothèque. Il y est depuis 2 heures. Il ne mange pas. Il ne boit que du brandy, dont il a déjà beaucoup bu. Et Mlle Whitcomb? Elle n'était pas à la maison. Elle a téléphoné à 6 heures de chez sa sœur pour prendre des nouvelles de Madame Tarrant. J'ai bien peur d'avoir dû lui annoncer la nouvelle. Elle a dit qu'elle viendrait à 9 heures. Bien, docteur, une dernière question. La baignoire. La porte était-elle verrouillée de l'intérieur? C'est là, Miss Marple, le plus étrange. La porte était verrouillée. La clé était dans la serrure de l'intérieur. Le verrou avait été tiré. De l'intérieur. De l'intérieur. Miss Marple resta silencieuse. « Vous réfléchissez » demanda le médecin. « Je me dis, » dit Miss Marple, « qu'une porte de salle de bain verrouillée est exactement ce à quoi on s'attendrait si une femme l'avait verrouillée elle-même avant de se baigner, puis s'était noyée. C'est aussi exactement ce qu'on ferait pour qu'une mort ressemble à ça. Mais comment, dans ce dernier cas? Docteur, nous aborderons cette question plus tard. Pour l'instant, j'aimerais voir la salle de bain. Chapitre 9. La porte de la salle de bain. La salle de bain d'Ashcroft Hall était une longue pièce lambrissée au premier étage, avec une baignoire profonde à pied de lion à une extrémité, sous une haute fenêtre et un lavabo en acajou à l'autre. On y accédait par une unique porte depuis le dressing de Madame Tarrant, et cette porte était ouverte lorsque le docteur Ashby conduisit Miss Marple. La baignoire avait été vidée. Le corps avait été transporté, avec les convenances requises, dans la fraîcheur d'une chambre inoccupée à l'étage supérieur en attendant l'arrivée du médecin légiste. Miss Marple n'est pas allée prendre un bain. Elle s'est dirigée plutôt vers la porte. C'était une lourde porte en bois sombre, avec une poignée en laiton et un verrou placé en hauteur. À hauteur des yeux d'un homme de grande taille ou du front d'une femme de grande taille. Le verrou était un modèle à barillet ancien, avec un bouton que l'on faisait glisser latéralement dans un logement métallique. La clé était séparée et s'insérait dans une serrure située sous la poignée. Lorsque Miss Marple les examina, tous deux étaient anciens, bien huilés et en bon état. La bonne a dû aller chercher le jardinier, raconta le docteur Ashby, pour qu'il enfonce la porte. Il est arrivé avec un gros ciseau et a forcé la serrure. Le verrou a cédé au même moment et le bois du chambranle s'est fendu. Le boulon et la clé étaient donc tous deux engagés. C'est ce qu'on nous a dit. Je ne l'ai pas vu avant qu'on ne l'enfonce. Quand je suis arrivé, la porte était ouverte. Mais la bonne, le jardinier et M. Val attestent tous qu'elle était verrouillée de l'intérieur. Miss Marple s'agenouilla, non sans difficulté, refusant la main du docteur, et examina le bois fendu du chambranle. Elle se releva et observa attentivement le verrou. « Docteur, voyez-vous les petites rayures sur le laiton juste ici, près du bouton? »« Oui, maintenant que vous les mentionnez. Elles sont très fines, elles sont, voyez-vous, incurvées. Ce n'est pas le genre de marque que l'on ferait en poussant simplement le boulon avec la main. Qu'est-ce pourrait laisser telle trace? Un morceau de fil solide, devrais-je dire, ou du fil de pêche, enroulé autour du bouton du boulon. » Le docteur Ashby la fixa du regard. « Mademoiselle Marple, vous insinuez? »« Je ne suggère rien, docteur, je ne fais que constater. C'est toutefois une astuce très ancienne. On forme une boucle de fil autour du bouton du verrou. On fait passer l'extrémité du fil hors de la porte. On ferme la porte. Et depuis le couloir, on tire sur le fil pour faire basculer le verrou. Ensuite, on tire brusquement, la boucle glisse et le fil est retiré par l'espace sous la porte. Le verrou est actionné de l'extérieur. Mon Dieu! Cela exige une main sûre et quelques instants sans témoin. Il faut aussi que la porte et le verrou soient du bon type. Ce verrou, je crois, est précisément du bon type, et la clé dans la serrure. La clé dans la serrure est plus difficile à trouver, mais pas impossible. Il existe plusieurs méthodes. La plus simple consiste à utiliser une pince de l'extérieur, en saisissant l'extrémité de la clé par le trou de la serrure. Une méthode un peu plus élégante utilise un morceau de carton rigide et une ficelle, mais je vous épargne les détails. Les deux laissent des traces. Nous pourrons peut-être les retrouver. Elle se pencha et regarda par le trou de la serrure. « Il y a, dit-elle doucement,
une petite rayure récente à l'intérieur de la plaque de la serrure. Je pense qu'elle est très récente. Le docteur Ashby resta silencieux, la regardant. « Miss Marple, dit-il finalement, si vous avez raison, alors il ne s'agit ni d'un suicide, ni d'un accident. Il s'agit d'un meurtre délibérément mis en scène. »« Oui, docteur, c'est ce que nous examinons. Et le meurtrier était dans cette maison hier soir. »« Le meurtrier, dit Miss Marple, était, je le crains, dans cette maison à plusieurs reprises la nuit dernière. Mais c'est une autre affaire sur laquelle je voudrais consulter monsieur Lascelles avant d'en dire plus. » Est-il arrivé? On entendit un pas dans le couloir. Ils se retournèrent, monsieur. Lascelles se tenait sur le seuil, le teint gris, et l'air très alerte, son pardessus toujours sur les épaules. « Je suis arrivé, Miss Marple. Depuis 6 heures, je suis au téléphone avec Londres. Je pense que nous devrions nous entretenir seuls, si le docteur Ashby veut bien nous excuser. »« Absolument, répondit le docteur Ashby. J'ai un corps à soigner de toute façon. » Il les quitta. Monsieur Lascelles ferma la porte de la salle de bain, doucement, comme si elle méritait cette courtoisie, et se tourna vers mademoiselle Marple. « Miss Marple, voici ce que je dois vous dire. Crispin Vale fait l'objet, depuis 18 mois, de 2 enquêtes criminelles distinctes à Londres. L'une concerne une escroquerie boursière orchestrée par une société de Leadenhall Street. L'autre concerne l'épouse d'un député qu'il aurait, de l'avis général, fait chanter au sujet de certaines lettres. Monsieur Petitfer était au courant des 2 affaires. Moi aussi. Nous avions convenu de comparer nos informations le 23, hier chez lui. Il comptait insister pour que Madame Tarrant, principale source de financement de Crispin, soit informée sans délai, afin d'empêcher tout nouveau versement d'avance du fonds fiduciaire. Il pensait qu'elle était sur le point de lui avancer une somme considérable. Et maintenant, Monsieur Petitfer est décédé. Et Madame Tarrant est décédée, et Crispin Vale, à la mort de sa tante sans testament, hériterait d'Ashcroft Hall et du reste de la succession non encore placée dans une fiducie caritative, ce qui représente en réalité la grande majorité de cette succession, puisque les documents de fiducie n'ont pas encore été signés. Mais elle a annoncé, hier soir. Elle l'a annoncé. Elle n'avait pas signé. D'après ce que j'ai appris ce matin, les documents devaient lui être remis en main propre par Petitfer le 2 janvier. Ils sont toujours dans son bureau à Marlbury. Non signés. Miss Marple ferma les yeux un instant. Monsieur Lascelles, nous avons affaire à un jeune homme qui a assassiné, en 3 jours, à la fois l'avocat qui était sur le point de le dénoncer et la tante qui était sur le point de le déshériter. C'est ce que nous examinons. Et il se trouve, en ce moment même, dans la bibliothèque. Il est. Avec beaucoup de brandy et une histoire de porte verrouillée. Oui. Miss Marple prit une longue inspiration. Monsieur Lascelles, nous avons, je le crains, très peu de preuves. Une étiquette falsifiée sur une bouteille, une rayure sur un boulon, un fragment de témoignage d'une vieille gouvernante. Rien de tout cela, à lui seul, ne suffirait à condamner un homme. Nous devons être prudents. Oui, je crois, dit Miss Marple, que j'aimerais lui parler moi-même. Seul. Monsieur Lascelles la regarda d'un air sévère. Miss Marple, si vous avez raison, cet homme a tué 2 fois en 3 jours. Je sais, monsieur Lascelles, je sais. Ce n'est pas sûr. Il n'est pas prudent de le laisser dans l'incertitude. C'est un homme qui a déjà agi 2 fois sous l'impulsion de la peur. Si nous le laissons ruminer dans la bibliothèque avec une carafe de brandy, il prendra la fuite ou tuera de nouveau. Je crois qu'il n'en a pas tout à fait fini avec Mademoiselle Whitcomb. Que voulez-vous que je fasse? Je souhaite que vous restiez dans le vestiaire d'à côté. La porte communicante entr'ouverte. Je souhaite que l'agent Wright se trouve au pied de l'escalier. Je souhaite que le docteur Ashby fasse venir l'inspecteur immédiatement, sans délai. Et je souhaite, je vous en prie, 15 minutes seul avec Crispin Vale, Mims. Lascelles la regarda longuement, avec le regard scrutateur d'un homme qui avait passé 30 ans à évaluer les compétences des autres. « Très bien, Miss Marple, dit-il. 15 minutes, chapitre 10. Une conversation. La bibliothèque d'Ashcroft Hall était une longue pièce percée de 3 hautes fenêtres donnant au sud sur la pelouse enneigée. Le feu crépitait. Mais la lumière matinale était faible.
et la pièce restait froide. Crispin Val était assis dans un profond fauteuil de cuir près de la cheminée, un verre de cognac à la main, ses cheveux blonds retombant sur son front. Il leva les yeux à l'entrée de Miss Marple. Ses yeux étaient rougis et sa bouche affichait une moue peu flatteuse. « Mademoiselle Marple, on m'a dit que vous étiez ici. C'est très gentil à vous d'être venu. Mon cher garçon, je suis vraiment désolé. »« Oui, oui. » Elle referma la porte derrière elle, mais pas complètement, remarqua-t-elle. Monsieur Lasseille, dans la pièce voisine, aurait pu l'entendre s'il avait prêté l'oreille. Elle traversa la pièce et s'assit en face de Crispin, non pas sur la chaise qui lui faisait face, mais sur celle à côté, près du feu. De là, elle pouvait voir son visage de trois quarts, et lui le sien. « Me pardonnerez-vous, dit-elle doucement, si je m'assieds un peu plus près ? Mon ouïe, je le crains, n'est plus ce qu'elle était, bien sûr. Et me pardonnerez-vous aussi si je vous pose quelques questions ? L'agent Wright l'a fait, bien sûr. Mais je constate que les amis peuvent parfois poser des questions que la police ne peut pas. » Il déglutit. « Bien sûr. Dis-moi, Crispin, quand as-tu vu ta tante vivante pour la dernière fois ? » ?»« Dans le hall, avant de te conduire au village pour le concert de chant de Noël. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit de conduire prudemment. »« Ah. Et avant cela, vous ne vous étiez pas disputé, n'est-ce pas ? » Un silence. « Pourquoi me demandez-vous cela ? Excusez-moi. J'ai simplement entendu par hasard la fin d'une conversation entre vous et votre tante dans la salle de musique, juste avant qu'elle ne fasse son annonce. Elle me semblait alors assez contrariée. » Il la fixa du regard. « Tu as entendu ? Quelques mots seulement. J'allais au vestiaire et la porte était entr'ouverte. J'ai bien peur d'être une de ces vieilles femmes démodées qui écoutent aux portes, quand elles pensent que le monde est sur le point de faire une bêtise. Qu'avez-vous entendu ? » ?»« Le nom de M. Pettifer. » Il détourna le regard vers le feu. « Oui, c'était le cas. Nous avons eu une altercation, à propos de l'héritage, à propos de son projet. Je l'admets, j'avais espéré, on m'avait laissé espérer, qu'elle m'aiderait pour une affaire particulière à Londres, et sa décision d'hier soir a été un coup dur. J'ai perdu mon sang-froid. Je le regrette maintenant. Je le regretterai toute ma vie. Oui, il est très difficile de présenter ses excuses aux morts. Oui. Crispin, dit Miss Marple après un moment, d'une voix légèrement différente. Que se passait-il à Londres ? Ah, un problème commercial. Rien de grave. Monsieur Pettifer considérait cela comme important. Je crois comprendre qu'il comptait en discuter avec un de ses collègues londoniens, un certain Monsieur Lascelles, le 23. Sa tête s'est tournée. Pettifer vous a dit ça, indirectement. Pettifer est mort, Miss Marple. Oui, c'est fort malheureusement, le 22. La veille de sa rencontre avec Monsieur Lascelles. Cela n'a rien à voir avec moi. Bien sûr que non. Je ne prétends pas un seul instant le contraire. Monsieur Pettifer avait 81 ans et il a glissé sur une marche verglacée. C'est seulement, pardonnez-moi, Crispin, que vous avez dit hier soir, dans le salon de musique. Il a dit que tu n'irais pas jusqu'au bout. Il a dit que ce n'était que des paroles en l'air. Et ta tante a demandé qui il était, et vous ne le diriez pas. Vous avez mal entendu. Vous vous trompez. Je ne crois pas me tromper. Je n'insisterai pas, sauf que... Il, c'est un mot important. Pettifer disait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'était pas votre tante, et qui vous avait affirmé qu'elle ne consentirait pas à la fiducie. Que, selon lui, elle consentirait bel et bien à la fiducie. Monsieur Pettifer en était convaincu. Quelqu'un d'autre vous a dit le contraire. Quelqu'un qui connaissait la vie de Monsieur Pettifer et qui était en mesure de vous le présenter de manière erronée. Elle marqua une pause. Le feu crépita. Il n'y a pas beaucoup de gens, poursuivit-elle doucement, qui auraient pu se trouver dans une telle situation. Monsieur Pettifer était un homme discret et consultait ses clients en privé. La liste est courte. Elle comprend le commis de Monsieur Pettifer, qui travaille pour lui depuis 30 ans, et qui, je le crois, est au-dessus de tout soupçon. Elle comprend Monsieur Lascelles, qui n'était pas encore arrivé à Chipping Cleevely. Elle comprend, peut-être, votre tante elle-même. Mais vous n'auriez pas parlé d'elle à la troisième personne, et elle comprend une autre personne. « Qui ?» dit-il d'une voix rauque. « Une personne en qui votre tante avait une grande confiance,
tout comme M. Petitfer. Une personne qui vit dans cette maison depuis de nombreuses années, qui était invitée à la fête d'hier soir, et qui avait toutes les occasions de savoir ce que pensait M. Petitfer et de transmettre ou de déformer ses pensées à qui elle voulait. Ses yeux s'étaient écarquillés. « Tante Felicity ?»« Non, ma chère, pas votre tante. Je parle de Mademoiselle Whitcomb. » Un silence si complet régnait que Miss Marple put entendre un morceau de charbon se déposer dans la cheminée. Crispin Val laissa alors échapper un rire bref et sec. « Mademoiselle Whitcomb, Whitty, êtes-vous folle ?»« Oh, très probablement, » répondit Miss Marple d'un ton assuré. « C'est un de mes grands défauts, » me dit mon neveu. « Je vois toujours des liens là où il n'y en a pas. Dites-moi, Crispin, est-ce donc Miss Whitcomb qui vous a dit que votre tante ne donnerait pas suite à la fiducie ?» Il la fixa du regard. Lentement, très lentement, il dit « oui ». « Et est-ce donc Mademoiselle Whitcomb qui vous a suggéré que Monsieur Petitfer serait un inconvénient s'il était autorisé à faire part de ses préoccupations à votre sujet à Monsieur Lascelles ?» Elle a dit... Qu'a-t-elle dit, ma chère? Elle a dit que ce serait dommage que Petitfer cause des problèmes. Elle a dit que c'était un vieil homme qui se mêlait de ce qu'il ne comprenait pas. Elle a dit... Sa voix s'est brisée. Elle a dit qu'il serait très facile pour un vieil homme de glisser sur ses propres marches par ce temps. Je pensais que c'était juste une vieille dame qui parlait. Ah, je vois. Elle disait que tante Felicity était naïve, qu'on la persuadait de renoncer à mon avenir, que sans les pressions de Petitfer, elle finirait par changer d'avis, que sans Petitfer, il posa son verre de cognac. Celui-ci tinta contre la pierre de l'âtre et son contenu se répandit sur sa main. « Miss Marple, » dit-il d'une voix soudainement devenue très jeune, « je suis allé chez Petitfer, le soir du 21, tard. Je ne sais pas ce que j'allais faire. Le supplièrent, le menacèrent. J'étais ivre. J'ai fait le tour par le jardin. La porte était verrouillée. Je me suis assis sur le perron pendant une demi-heure, puis je suis rentré chez moi. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas touché. Je vous le jure sur la tombe de ma mère, je ne l'ai pas touché. Je te crois. Je ne l'ai pas fait. Je te crois, Crispin. Mais tu as peut-être laissé des traces dans la neige, menant à la porte. Et quelqu'un, peut-être, est venu après toi et a utilisé ces traces pour aller où bon lui semblait, sans laisser de chemin. Et quelqu'un, peut-être, savait que monsieur Petitfer serait dehors aux aurores, en train de semer du grain pour les oiseaux, sur une marche qui avait été très gentiment polie avec un peu d'eau pendant la nuit. « Whitty » murmura-t-il. « Et quelqu'un, peut-être, est venu voir votre tante hier soir, après mon départ de la salle de musique, et lui a dit, étant digne de confiance, étant âgé, étant aimé, « Tiens, ma chère, prends un peu, de ta boisson. Tu as mal à la tête, tu es contrarié. Voici la bouteille, voici le verre. Aide quelqu'un. » Peut-être, lui a donné non pas ce qu'elle pensait prendre, mais une quantité bien plus importante, dans une bouteille neuve soigneusement préparée, et a attendu que votre tante monte prendre son bain, verrouille la porte de l'extérieur grâce au tour du verrou et de la clé, remette la bouteille près du lit et se rende chez sa sœur, près de la forge, très respectablement, en compagnie d'un avocat londonien qu'elle avait pris grand soin, 1 heure auparavant seulement, de convaincre de son innocence et de son souci pour elle. Crispin avait commencé à pleurer en silence. « Je ne savais pas, dit-il. Je ne savais pas, Miss Marple. Je le jure, je ne savais pas. Je pensais que c'était juste une vieille dame qui m'appréciait. Je pensais, oui, ma chère, que dois-je faire? Dites toute la vérité. À l'inspecteur, quand il viendra. Absolument tout. L'affaire londonienne, le chantage, vos dettes et acquis, la conversation à la porte de derrière de chez Monsieur Petitfer, chaque mot que Mademoiselle Whitcomb vous a adressé à ce sujet. Vous avez, je le crains, beaucoup à vous reprocher. Vous avez été un jeune homme insensé et pervers, et la justice ne sera pas clémente envers vous. Mais vous n'êtes pas, je crois, un meurtrier, et nous ne vous laisserons pas pendre pour un crime que vous n'avez pas commis. Vous me le promettez? Il hocha la tête, le visage enfoui dans ses mains. Je vais alors chercher monsieur Lascelles, qui se trouve dans la pièce voisine, et l'agent Wright,
qui est au pied de l'escalier, et nous nous mettrons au travail. » Elle se leva. Arrivée à la porte, elle s'arrêta, croustillant. « Oui. Pourquoi n'avez-vous pas levé votre verre lorsque votre tante a porté un toast à M. Petitfer hier soir ?» Il leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, humides et emplis d'étonnement. Parce que Whitty m'avait dit, 1 heure auparavant, que Petitfer était mort. Je le savais avant même l'annonce officielle. Elle est venue dans ma chambre dans l'après-midi et me l'a dit. Elle a dit que tout le village en parlait. Elle a dit que c'était heureux. Miss Marple ferma les yeux un instant. Et personne d'autre dans le village ne vous l'avait dit. Non. Nous n'étions pas allés dans le village. J'étais avec elle tout l'après-midi, à revoir le plan de table. Je vois. C'était important. Oui, ma chère. Absolument. Elle était la seule personne qui aurait pu vous le dire si tôt. Voyez-vous. Car elle était la seule personne du village à savoir qu'il allait mourir. Elle sortit très discrètement et referma la porte derrière elle. Chapitre 11. La maison près de la forge. La chaumière de la sœur de Mlle Whitcomb se trouvait en contrebas du village, là où le chemin contournait la forge et continuait vers la rivière. Petite et soignée, avec un toit bas, elle était entièrement recouverte de neige le matin de Noël. Une fine colonne de fumée s'échappait de la cheminée. Un rouge-gorge était perqué sur le pilier du portail. L'inspecteur Galway, du commissariat de Chipping Norton, arrivé à Ashcroft Hall à 10h15 et qui avait passé 40 minutes à converser avec Miss Marples, Monsieur Lascelles, le docteur Ashby et Crispin Vale, désormais sobre, descendit l'allée à 12:15 en compagnie du constable Wright et de Miss Marple elle-même. C'était un homme mince et brun, au visage de furet rusé, qui n'avait presque rien dit après les 10 premières minutes du récit de Miss Marple. Il avait simplement déclaré « Très bien, prenons-la, alors. » Vous ferez attention, inspecteur. Madame, j'ai été prudent pendant 23 ans et je ne compte pas modifier cela ce matin. Et vous me permettrez de venir. Il l'avait longuement contemplé. Mademoiselle Marple, avait-il dit. En temps normal, je refuserais. Mais j'ai le sentiment que cette dame ne nous dira rien d'utile en notre présence, et beaucoup en la vôtre, si vous lui en donnez l'occasion. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir venir. Elle est donc venue. La sœur de Mlle Whitcomb ouvrit la porte, une version plus petite, plus simple et moins intelligente d'elle-même, en tablier, s'essuyant les mains. Elle fixait les uniformes de police avec l'inquiétude résignée des femmes qui ont passé leur vie à s'attendre à de mauvaises nouvelles. « Mademoiselle Whitcomb est-elle à la maison ?»« Oui, elle prend son thé. »« De quoi s'agit-il ?»« Affaire de police, madame. Pouvons-nous entrer ?»« Lons. » On les fit entrer dans un petit salon à l'avant, où brûlait une cheminée et une horloge et où étaient accrochées de nombreuses photographies. Mademoiselle Whitcomb était assise à table, vêtue de sa robe grise, une tasse de thé à moitié levée. Elle la déposa très délicatement à leur arrivée. « Inspecteur. »« Agent. Miss Marple. »« Bonjour. Bonjour, mademoiselle Whitcomb. Je pense que vous voudrez me poser quelques questions. Nous allons. Ce sera bien sûr en lien avec la pauvre Felicity. En lien avec madame Tarrant, dit l'inspecteur d'une voix soigneusement neutre, et avec feu monsieur Petitfer. Oui, elle sourit très légèrement. Je vois. Elle regarda Miss Marple. Son regard était clair, sec, et parfaitement impassible. C'était presque, pensa Miss Marple, le regard d'une professionnelle reconnaissant une autre. Mademoiselle Marple, j'avais pensé que vous viendriez peut-être en personne. Je suis désolé, mademoiselle Whitcomb. Non, non. Je ne mérite pas plus que ce que je mérite. Je me demandais, hier soir, si vous l'aviez vu. J'étais presque sûr que non. Vous avez été très poli. Après tout, vous m'avez laissé partir avec monsieur Lascelles. Je vous ai envoyé avec monsieur Lascelles, mademoiselle Whitcomb, afin de vous garder sous son regard. Juste assez pour m'inquiéter pour vous, ou peut-être pour lui. Ah! Je ne connaissais pas encore l'existence de la bouteille. Non. Bien sûr que non. Elle prit une petite gorgée de son thé. « Inspecteur, dit-elle, je vais vous faire gagner un temps précieux. J'ai noyé Felicity Tarrant hier soir. Ou plutôt, je l'ai empoisonnée avec une surdose de Véronal dans un grog que je lui ai préparé à 10h30.
après qu'elle soit montée se plaindre de maux de tête. Elle l'a bu avec reconnaissance, car elle me faisait confiance. Je l'ai ensuite installée dans la baignoire, et j'ai verrouillé la porte derrière moi avec un fil de pêche et une pince fine. J'ai répété les 2 méthodes pendant les 15 derniers jours, dans la petite salle de bain du 2e étage, quand personne n'était là. J'ai aussi fait glisser M. Pettifer sur la marche arrière de sa maison le matin du 22, après l'avoir attendu dans son jardin à partir de 4 heures, et avoir auparavant versé de l'eau sur la marche supérieure à 3 heures. Je suis entré par le portail avec une clé que j'avais copiée dans le trousseau de sa gouvernante lorsqu'elle était venue au manoir pour le souper des moissons en octobre. Vous l'aurez compris, je suis une personne méticuleuse, l'inspecteur Galway, qui avait recueilli de nombreuses dépositions au cours de sa carrière, mais peu comme celle-ci, sortit son carnet avec une grande délibération. Mademoiselle Whitcomb, vous comprenez que je dois vous mettre en garde. Avertissez-moi, n'hésitez pas. Je ne vous causerai aucune difficulté. Et puis-je vous demander pourquoi vous avez décidé de faire cette déclaration aussi librement? Elle posa sa tasse de thé. Parce que j'ai 68 ans, inspecteur, et que j'ai un cancer du côlon, et que le docteur Ashby m'en a donné 8 mois à vivre en octobre, parce que je n'ai aucune intention de comparaître devant le tribunal et d'être dévisagé, et aucune intention de faire traîner les choses pour une défense que je ne pourrai jamais monter, et parce que Miss Marple est ici, et que j'aimerais, si vous me le permettez, lui dire une chose ou deux avant qu'on m'emmène. L'inspecteur regarda Miss Marple. Miss Marple inclina légèrement la tête. « Parlez, mademoiselle Whitcomb. » La femme aux cheveux gris croisa les mains sur la table. « J'ai passé 60 ans à Ashcroft, Miss Marple, de façon intermittente. J'y suis arrivée comme gouvernante de Roderick quand il avait 9 ans. Je suis partie quand il est entré à l'école. Je suis revenue quand sa mère était mourante et je suis repartie à sa mort. Je suis revenue il y a 6 ans, après avoir été chassée de la maison de Cheltenham où j'avais été dame de compagnie pendant 30 ans, et je n'avais nulle part où aller. Felicity m'a accueillie. Elle était gentille. Elle a toujours été gentille. Elle n'avait pas besoin de moi. Elle m'a donné une chambre, un petit salaire et la liberté de faire ce que je voulais dans sa maison, et j'étais reconnaissant. J'étais même, je crois, attaché à elle. Oui, mais c'était une sotte, Miss Marple. Pardonnez-moi de le dire d'une morte. Elle était généreuse et naïve, et se laissait flatter par n'importe qui. Ces derniers temps, elle se laissait manipuler par M. Pettifer comme un vulgaire objet. Roderick m'avait dit, avant de mourir, qu'il voulait que Crispin hérite d'Ashcroft. Crispin était le seul membre vivant de sa famille. Roderick avait aimé sa sœur, et après sa mort, il avait aimé Crispin. Il me l'avait dit à moi, Miss Marple, dans cette même pièce, il y a 6 ans, à mon retour. Quelles que soient les dispositions qu'il ait prises par écrit, il comptait sur Felicity pour veiller sur Swan, son neveu. « Whitty, dit-il, je compte sur vous pour la soutenir et la maintenir sur ce point. » Sont ces mots. Les paroles de Roderick, c'était Roderick. Il était mourant. Je lui ai tendu la main. « Je vois. » Et puis il y a 1 an, ce misérable Pettifer a commencé à lui parler. De réformes, d'œuvres caritatives, bonnes causes, comme si Crispin n'était pas une bonne cause. Il y a 6 mois, elle a commencé à l'écouter, et il y a 3 mois, elle a commencé à parler de la fiducie, et la semaine dernière, elle m'a dit qu'elle avait pris sa décision. Et hier, elle l'a annoncé au village, avant même d'avoir eu la courtoisie de signer les papiers, comme si c'était déjà fait. Oui, j'avais donné ma parole à Roderick. Je ne la laisserai pas donner la maison de Roderick à une œuvre de charité. Et Crispin est un imbécile. Il doit 3000 livres à une femme de Pimlico. Des hommes le traquent et veulent le mettre en prison. Il va probablement perdre Ashcroft d'ici 10 ans. Mais c'est le neveu de Roderick, et Roderick voulait qu'il l'hérite. Alors il l'aura. Après, ce qu'il en fera ne regarde que lui et ses ancêtres. Et M. Pettifer était un vieil homme qui s'apprêtait à faire venir un avocat londonien pour enquêter sur les affaires de Crispin et, fort de ses découvertes, a exigé que Felicity soit informée de tout avant de donner un sou à Crispin. Il aurait obtenu gain de cause. Felicity l'aurait écouté jusqu'au bout. Elle aurait pleuré
et elle aurait signé tous les papiers que Pettyfer lui aurait présentés. Et Crispin se serait retrouvé sans rien, et très probablement avec une peine de prison en prime. Alors vous l'avez tué. Je l'en ai empêché. Et puis vous avez découvert que Madame Tarrant avait tout de même annoncé la création de la fiducie. J'avais mal évalué la situation. Je pensais que sans la pression de Pettyfer, elle craquerait. Je n'avais pas compris qu'elle avait déjà perdu son courage. Quand elle a fait cette annonce hier soir, devant tout le village, j'ai su qu'elle signerait en janvier et qu'il n'y aurait plus rien à faire. Il restait 10 jours. Il n'y avait pas d'autre solution. Vous n'auriez rien pu faire, mademoiselle Whitcomb. Je ne pouvais pas. Vous auriez pu lui permettre de léguer sa maison à qui elle voulait. Madame Tarrant n'était pas une propriété. Crispin Vale n'est pas votre enfant. Les dernières volontés du major étaient inscrites dans son testament, et c'était là, toute l'obéissance que vous lui deviez. Pour la première fois, le visage de Mademoiselle Whitcomb s'illumina. Vous ne comprenez pas, Miss Marple. Je comprends, Mademoiselle Whitcomb, que vous avez été gouvernante et dame de compagnie pendant 40 ans. Je comprends que vous avez consacré votre vie à servir des familles qui n'étaient pas les vôtres, à vous dévouer à des enfants qui n'étaient pas les vôtres et à obéir à des désirs qui n'étaient pas les vôtres. Je comprends que lorsque Roderick Tarrant a dit « Oui, T, je compte sur toi », tu as accepté cela comme le seul héritage que tu recevrais jamais. Et je crois que tu as chéri ces mots comme une autre. Femme chérirait un mari ou un enfant. Je comprends tout cela, ma chère, mais cela ne te donne pas le droit de disposer de 2 vies humaines pour un jeune homme que tu n'aimes même pas, et une tradition qui n'a jamais été la tienne. Les 2 femmes se regardèrent à travers le petit salon, tandis que l'horloge tic-tassait. « Non », finit par dire Mademoiselle Whitcomb, très doucement. « Non, je suppose que non. » Elle se leva. « Inspecteur, je suis tout à fait prêt. » Il se leva également. « Mademoiselle Whitcomb, je vous arrête pour suspicion de... »« Oui, les formalités. Veuillez procéder. » Sa sœur, désemparée, l'aida à enfiler son manteau. Elle était restée plantée là, dans l'embrasure de la porte, les mains crispées sur son tablier, et pleurait maintenant en silence. Mademoiselle Whitcomb ne s'arrêta qu'une seule fois à la porte pour jeter un dernier regard à Mademoiselle Marple. « Je savais que tu le verrais, tu sais. »« As-tu » ?»« Je l'ai vu sur votre visage quand vous vous êtes assise à côté de moi au piano. Je l'ai vu au moment où vous m'avez interrogé sur M. Pettyfer. Je me suis dit qu'une femme plus jeune ne l'aurait peut-être pas remarqué. Mais vous, si. Les vieilles femmes, Miss Marple, se comprennent entre elles. « Oui, » dit Miss Marple d'une voix très douce. « Oui, ma chère, nous le faisons. » Elle observa par la fenêtre du cottage Mademoiselle Whitcomb, qu'on aidait, avec une grande douceur, à monter dans la voiture de police devant le portail. Le rouge-gorge s'était envolé. La neige s'était remise à tomber. Chapitre 12. La cloche et la conversation à voix basse messe. Lascelles, ayant réglé les affaires qu'ils pouvaient en ce début d'après-midi de Noël, vint rendre visite à Mademoiselle Marple, à son cottage à 4 heures. Le feu était allumé, les rides tirées pour se protéger de la tombée de la nuit, et une théière trônait sur la petite table entre 2 fauteuils. « Mademoiselle Marple, je suis venu vous remercier. Je vous en prie, monsieur Lascelles, asseyez-vous. Je suis ravi de votre compagnie. » Il était assis. Elle remarqua qu'il avait l'air épuisé, comme peut l'être un homme qui n'a pas dormi depuis 2 nuits et qui a dû passer la journée de Noël à téléphoner sans relâche. Elle lui versa du thé. « Crispin » ? Crispin sera inculpé à Londres pour 2 infractions distinctes. Il ira probablement en prison pour 1 an, peut-être 2. Les aveux de Mademoiselle Whitcomb lui éviteront une peine plus lourde. Quant à savoir s'il tirera des leçons de cette expérience à long terme, je ne saurais le dire. Et Ashcroft ? C'est plus délicat. Madame Tarrant est décédée sans testament, l'acte de fiducie n'ayant pas été signé. Crisps est l'héritier. Mais il fait également l'objet d'une enquête criminelle dès demain. Et franchement, certains créanciers ne manqueront pas d'agir dès que l'affaire sera rendue publique. Il est fort probable que la succession doive être démantelée pour payer les dettes, et que le reliquat, après déduction des créanciers et des frais de justice, soit modeste. Ashcroft lui-même devra peut-être être vendu.
Les cottages du chemin du bas iront probablement à un promoteur immobilier. Quant à la ferme du sud, il fit un petit geste. Qui sait? Et les œuvres caritatives? Les organismes de bienfaisance ne recevront rien. La fiducie n'a jamais été constituée. Miss Marple resta silencieuse. C'est très étrange, dit-elle enfin, d'avoir tué 2 personnes pour donner un héritage à un jeune homme, et d'avoir, ce faisant, fait en sorte qu'il le perde entièrement. On ne dira rien à Mlle Whitcomb. Non, je ne le souhaiterais pas. Elle lui versa une autre tasse de thé, et ils restèrent assis un moment en silence, à regarder le feu. « Mademoiselle Marple, dit finalement M. Lascelles, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Quand avez-vous commencé à soupçonner Mlle Whitcomb? » Elle réfléchit. « Je dois dire que je ne l'ai pas d'abord soupçonnée d'être la meurtrière. Je l'ai d'abord soupçonnée d'être au courant. Dès que je l'ai vue dans un coin du salon, immobile, observant tout le monde, je me suis dit « Voilà une femme qui sait ce qui se passe dans cette maison. C'est une qualité particulière, Monsieur Lascelles. On développe ce don. La vieille dame, très discrète dans son coin, est, plus souvent qu'on ne le croit, au centre de toute l'intrigue. Oui. Puis, lorsqu'elle m'a fait part des inquiétudes de M. Petitfer, elle m'a dit beaucoup de choses vraies, et une ou deux qui ne l'étaient pas. Petitfer pensait que Mme Tarrant était affaiblissement, qu'il craignait qu'elle ne donne à Crispin ce qu'il désirait. Mais Mme Tarrant s'était en réalité endurcie. Elle était sur le point de le déshériter. Mlle Whitcomb le savait, bien sûr. Elle n'avait pas le choix. Pourtant, elle me présenta l'inquiétude de monsieur Petitfer exactement de manière à faire de sa mort un événement utile à Crispin, plutôt qu'à elle-même. Ah! C'était une petite diversion, mais elle m'est restée en mémoire. Et puis Crispin a dit. Il a dit que tu n'irais pas jusqu'au bout. Il a dit que ce n'était que des paroles en l'air. Qu'il c'était l'indice révélateur. Crispin avait appris de quelqu'un, ni sa tante, ni Petitfer, ni M. Lascelles, que sa tante ne donnerait pas suite à la fiducie. Une personne de la maison, en qui tout le monde avait confiance, qui avait accès aux communications de Petitfer et qui avait ses propres raisons d'empêcher Crispin de prendre des mesures, désespérées, point jusqu'à ce qu'elle ait eu le temps d'agir en premier. Pourquoi n'a-t-elle pas laissé Crispin le faire lui-même? Parce que Crispin s'y serait mal pris, monsieur Lascelles. C'est un jeune homme insensé. Il aurait laissé des traces écriées sur tout le monde. Il aurait été pendu dans l'année, et alors, où serait devenu le neveu de Roderick? Elle lui a donné de faux espoirs pour le maintenir dans le silence. Et elle a fait le travail elle-même. Et le bain? Le bain était la solution à un problème précis. Il fallait que Mme Tarrant soit clairement morte, par un moyen qui puisse plausiblement être un accident ou un suicide. Avant les documents de fiducie pouvaient être signés. Le temps pressait. Une noyade dans la baignoire, avec du véronal, porte verrouillée, était la forme de mort subite la plus respectable qu'elle pouvait organiser. Et la porte verrouillée était pour la bonne, pas pour nous. Oui. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que la police prenne la piste du meurtre au sérieux. Elle s'attendait à une enquête, un verdict de mort accidentelle ou peut-être de suicide, et un enterrement discret. La porte verrouillée servait simplement à retarder la découverte du corps suffisamment longtemps pour qu'elle puisse être en sécurité chez sa sœur, avec vous, au moment de sa découverte. Elle a failli réussir. Oui, monsieur Lascelles, elle a failli y arriver. Elle a été déjouée par le docteur Ashby, qui connaissait justement ses propres étiquettes, et par une petite éraflure sur le laiton d'un boulon. Et par vous! Miss Marple sourit, très légèrement, et par la vieillesse, monsieur Lascelles. La sienne et la mienne. Elle savait que je le verrais. Elle me l'a dit. Il y a une sorte de reconnaissance mutuelle entre les femmes d'un certain âge. Nous nous sommes toutes observées. Nous savons qui d'autre nous a observés. Il resta silencieux pendant un long moment. Miss Marple. Oui. Avez-vous éprouvé de la sympathie pour elle? Le feu s'est déplacé dans la grille. Énormément, monsieur Lascelles. Énormément. Elle avait aimé son jeune protégé, voyez-vous, et elle chérissait son souvenir. Et elle avait, d'une certaine manière, aimé cette maison qui avait été le seul foyer qu'elle ait jamais connu. C'était une femme intelligente, mais sans ambition, et une femme fidèle, mais fidèle à de mauvaises causes. Oui,
j'éprouve beaucoup de compassion. Je pense qu'elle était une femme perverse, et je pense qu'elle a commis des actes monstrueux. Et je pense que nous avons vécu côte à côte très longtemps, et je le regrette. C'est un Noël mélancolique. Néanmoins, dit Miss Marple après une pause, je pense que nous serons toutes les deux, au final, heureuses d'avoir empêché le troisième. Le troisième, vous, monsieur Lascelles. Je pense qu'elle n'en est pas tout à fait finie avec vous. Vous étiez, après tout, le maillon suivant de la chaîne. Vous saviez tout ce que Pettifer savait. Vous deviez retourner à Londres demain, avec la déposition complète de Mademoiselle Whitcomb contre Crispin, qui, ne l'oubliez pas, était parfaitement véridique, et qui aurait suffi à l'éloigner d'Ashcroft. Elle n'avait aucune raison de vous nuire, tant que Crispin était candidat à l'héritage et Felicity en vie. Une fois Felicity morte et Crispin devenu l'héritier, vous êtes devenu l'homme capable de le démasquer, de tout faire s'écrouler. Vous avez passé la nuit au bel sur mon conseil, et Mademoiselle Whitcomb est allée chez sa sœur également sur mon conseil. Je pense que ces deux conseils pris ensemble vous ont évité une aventure fort désagréable. Il la regarda par-dessus sa tasse de thé pendant un long moment. « Miss Marple, êtes-vous parfois tentée, dans votre chaumière isolée de votre village tranquille, de consigner tout cela par écrit? »« Oh non, pourquoi pas? Parce que le village ne me le pardonnerait jamais, monsieur Lascelles. » Il rit pour la première fois de la journée. « Je devrais envoyer une carte de Noël chaque année, dit-il. Si vous me le permettez, s'il vous plaît, faites-le. Et si jamais une question difficile se présente à moi, que je ne parviens pas tout à fait à comprendre. Mon cher monsieur Lascelles, vous seriez le bienvenu pour une tasse de thé. » Il se leva. Il prit brièvement sa main dans les siennes, puis il sortit dans la neige. Chapitre 13. Conséquence du Nouvel An janvier arriva froid et gris. Les obsèques eurent lieu les 4 et 5. Celle de Felicity Tarrant le mardi, celle de Metz. Pettifer le mercredi. Toutes deux dans la petite église paroissiale, qui avait été si pleine et si chaleureuse la veille de Noël. Tout le village était présent. Le révérend Pollock ne bavardait pas. Madame Pollock jouait de l'orgue avec une grande dignité. Le major Plummer pleura ouvertement pendant le deuxième hymne lors de la cérémonie en l'honneur de Monsieur Pettifer, ce qui surprit tout le monde, y compris le major lui-même, suite à ses aveux et à de nombreuses preuves matérielles corroborantes. Mademoiselle Whitcomb avait été placée en détention provisoire dans l'aile hospitalière de la prison de Holloway. Son procès était prévu pour mars. Le diagnostic du docteur Ashby, confirmé par un spécialiste londonien le 2 janvier, fut communiqué à son avocat, au procureur et au juge. À Chipping Cleevely, on s'attendait généralement à ce qu'elle ne survive pas jusqu'à son procès. Et, comme on le sait, le village avait vu juste. Mademoiselle Whitcomb mourut le 14 février à l'hôpital de la prison, avec un petit bouquet de perce-neige sur sa table de chevet, envoyé par sa sœur et signé, d'une main séparée, en dessous, avec tristesse, J. Marple. Crispin Vale fut condamné, à Londres fin mars, à 18 mois de prison pour fraude boursière, ainsi qu'à une autre accusation concernant des lettres mises en suspens pour des raisons sans lien avec cette affaire. Ashcroft Hall fut vendu en mai à une école. Les cottages du chemin inférieur ne furent finalement pas vendus à un promoteur immobilier. Monsieur Lascelles, en collaboration avec le clerc de Monsieur Pettifer, parvint à les conserver dans le village par des moyens trop complexes pour être décrits, et la ferme sud revint au Hardister à un prix abordable, que Monsieur Hardister accepta d'un hochement de tête, bref, qui, chez lui, traduisait une profonde émotion. Penelope Hardister épousa en septembre M. Tring, le vicaire, qui se révéla, contre toute attente, d'une nature plus robuste que son timbre de voix fluette ne le laissait supposer. De toutes les questions restées sans réponse après ces 3 jours, celle qui pesait le plus lourdement sur Miss Marple était celle-ci. Comment une femme aussi intelligente que Miss Whitcomb avait-elle pu se retrouver dans une telle situation? Elle y repensa maintes fois durant cet hiver et ce printemps, en tricotant, en prenant son thé à l'église, dans le jardin lorsqu'elle venait enfin tailler sa lavande, sans jamais trouver de réponse qui la satisfasse pleinement.
Elle en parla, vers la fin du mois de mars, à Madame Pollock, qui était venue au chalet avec un paquet de jeunes plants. « Je n'arrive pas à m'en remettre, Margaret. Elle avait passé sa vie entière au service des familles d'autrui, et elle n'avait presque rien reçu en retour. Ni maison, ni enfant, ni sécurité. Elle n'avait que son utilité. Et puis, sur son lit de mort, Roderick Tarrant lui a adressé une phrase bienveillante, aussi insensée soit-elle. Et elle en a fait une religion, elle a bâti ses 20 dernières années sur cette foi. Et puis, Asa killed. Elle a 68 ans, elle a vu sa religion sur le point d'être profanée sous ses yeux, et elle n'avait aucune autre religion vers laquelle se tourner. Alors, elle a défendu celle qu'elle avait. Oh, chère, c'est la solitude, Margaret. Les gens ne comprennent pas à quel point elle est dangereuse. Une personne solitaire et intelligente est, j'en suis venu à le penser, capable de presque tout, pourvu qu'on lui dise le mot juste au mauvais moment. Tu n'es pas seule, Jane. Miss Marple regarda son ancienne amie, ses semis, et la lavande à l'extérieur de la fenêtre, qui commençait, très faiblement, à faire apparaître une pointe verte sur chaque tige grise. « Non, Margaret, je ne suis pas seule. C'est bon. Je suis très chanceux. »« Oui. » Madame Pollock ne s'attarda pas. Après son départ, Miss Marple resta un moment assise à sa fenêtre, observant la lumière se déplacer sur son jardin. L'hiver avait été long. Les perce-neige avaient été particulièrement beaux. Il y aurait des jonquilles d'ici 15 jours, pensa-t-elle, si le temps le permettait. 2 personnes étaient décédées à Chipping Cleevely à Noël, une 3e dans un hôpital pénitentiaire en février, une 4e était emprisonnée à Londres, et une grande maison a changé de Clonamande. Mais, pourtant, le village continuait de vivre. Le courrier arrivait toujours, les cloches sonnaient toujours. On parlait des morts, en bien ou en mal, à la poste et au pub. Madame Beale avait reçu une nouvelle gamme de biscuits et s'en régalait. Le major Plumeur avait acheté un nouveau chien, Monsieur Tring, qui avait été maintenu en poste comme vicaire après son mariage, apprenait le chant des chants. Maintenant, remercions tous notre dieune préparation de Pâques. C'était, pensa Miss Marple, la nature même des villages. Ils absorbaient ce qui leur arrivait et continuaient leur chemin. Au final, ils n'avaient rien de pittoresque. Ils étaient simplement humains, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Alors que la lumière s'estompait enfin sur la lavande, elle repensa au visage gris et intelligent de Miss Whitcomb, de l'autre côté du salon, près de la forge, et à la chose tranquille qu'elle avait, dite en partant. Les vieilles femmes se voient. C'était vrai. C'était à la fois le réconfort et l'avertissement d'une longue vie. Elle avait vu Miss Whitcomb, et Miss Whitcomb, presque jusqu'à la fin, l'avait vue. Elle s'était reconnue dans un salon bondé, la veille de Noël, sous un sapin illuminé de bougies blanches, tandis qu'un piano jouait et que la neige commençait à tomber. C'était le genre de rencontre, pense Miss Marple, dont on avait de la chance de sortir indemne. Elle se leva, tira ses rideaux pour se protéger de la tombée de la nuit, alluma le feu et alla dans la cuisine mettre la bouilloire en marche. Il y avait une lettre de Raymond sur la cheminée, demandant si lui et Joanne pouvaient venir passer Pâques. Un mot de monsieur Lascelles, qui avait effectivement envoyé sa carte de Noël et proposait maintenant de passer un week-end en mai. Et une invitation des Hardister, qui ne l'avait jamais invité auparavant, au thé de fiançailles de Pénélope, samedi. Elle pensait qu'elle accepterait les 3. La bouilloire se mit à chanter.